Tout à l'heure, la UPNL, la société, l'ensemble de la société bascule dans une comme disait Jean-Paul Guillaud, mais est-ce que dans ce cadre-là, il n'y a pas quand même un devoir, pour relancer le débat sur les politiques un instant, un devoir d'exemplarité, peut-être de la part des réflexions que vous pouvez nous présenter? Laisse-moi dire un mot, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire. En fait, notre ami Malika m'a demandé une petite déclaration pour le site de la note pour annoncer la journée. Et je lui ai cité une phrase que je trouve magnifique, que Kevin le connaît, parce que je m'y réfère tout le temps quand on parle de la morale et de la politique. Je me réfère à une phrase de Thomas Masaryk. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Thomas Masaryk, c'est le fondateur de la République tchèque. C'est celui qui a mené la résistance à l'Empire des Habsbourg et qui a en effet abouti à l'indépendance et à la proclamation de la République tchèque. J'ai trouvé un jour sous la plume de Thomas Masaryk cette phrase magnifique. Il avait, paraît-il, l'habitude de dire à ses militants, aux gens qui militaient avec lui, cette phrase dit: si tu veux combattre la tyrannie, commence par t'imposer deux choses, ne vole pas, ne mens pas. Bonjour à tous, ça va être difficile de trouver le désaccord. Non seulement, évidemment, nous sommes d'accord sur la conception du métier, la fameuse phrase d'Albert Long qui évoquait Jean-Claude Guillaud: notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie, qui est une phrase démocratique. C'est pas une phrase de redresseur du tort. C'est l'idée qu'une société avance en affrontant des problèmes, comme un étudiant avance en affrontant des problèmes, en se cassant la tête et non pas parce qu'on lui donne des solutions. Il faut qu'on parle justement des problèmes, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des scandales, car c'est comme ça que la société est au défi de s'élever. Et on sera d'accord aussi sur la mise en garde, parce que le problème qui est posé, sauver la politique, moraliser la politique, ce n'est pas le problème des politiques, c'est le problème de la politique, c'est notre problème. C'est le problème du bien commun et de notre propre culture démocratique. Pour être un apporteur de mauvaises nouvelles depuis pas mal d'années, je ne suis pas un moralisateur. Je ne crois pas, et non seulement je ne crois pas, mais je m'en initierai à une société des purs, à une société des vertueux. La société est toujours au risque de nos faiblesses humaines. Je crois en revanche à l'invention d'une démocratie qui est capable de les dévoiler, de les sanctionner, s'il le faut, d'en débattre à coup sûr. Ça m'intéresse. En revanche, cette idée d'un absolu de pureté est une idée profondément dangereuse. Donc, plutôt que de dire moralisons la politique, je préférerais, ou sauvons la politique, je préférerais situer le problème autrement. Le problème que nous avons à affronter, et qui donc nous concerne tous, concerne notre propre culture démocratique, c'est la question de la faible intensité de notre démocratie. La faible intensité de nos réflexes démocratiques, que nous soyons élus, militants, électeurs ou spectateurs. On en parlera sans doute dans le débat, mais l'affaire Cahuzac est évidemment l'illustration de ça. Moi, je ne suis pas choqué par le mensonge, qui est fondamentalement ce qui a choqué tout l'establishment une fois cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de mentir, notamment pour se défendre. C'est quoi la présomption d'innocence? Eh bien oui, un coupable a le droit de mentir pour se défendre. Je ne suis pas dans l'absolu du mensonge ou de la vérité dans la personne. Je ne suis pas dans l'idée, au fond, inquisitoriale des aveux. Pour moi, l'indignité n'est pas celle-là. Un quotidien traité indigne au lendemain des aveux. L'indignité est avant. Comment un homme qui est en politique depuis 20 ans, qui sait qu'il a un compte non déclaré, peut-il accepter d'être le patron de l'administration fiscale, celle qui cherche l'argent, qui sanctionne les fraudeurs, qui fait rentrer dans les caisses de l'État? Le scandale, il est là. Et le scandale est dans le fait que ce que le petit Mediapart a pu trouver, l'État n'a pas pu le trouver, les partis politiques n'ont pas pu le trouver, les parlementaires n'ont pas pu le trouver, l'administration fiscale n'a pas pu le trouver, la police n'a pas pu le trouver. Et non seulement ils n'ont pas pu le trouver, mais ils n'ont pas voulu y croire pendant 3 mois et demi. Et ça nous interpelle tous. Donc le vrai scandale de l'affaire Cahuzac est un dysfonctionnement de tout
les aspects de notre démocratie. Un pouvoir exécutif tétanisé, un pouvoir législatif coalisé. La droite, on sait pourquoi aujourd'hui, soutenait Cahuzac. Un pouvoir judiciaire immobile, il a fallu l'interpeller pour le mettre en branle, et en partie un contre-pouvoir médiatique complice, accompagnant ces dénégations. Car depuis quand en politique on ne ment pas les yeux dans les yeux? On regarde. Donc je souligne ça parce que je crois que ces 2 journées du Nouvel Observateur, qui sont très bien vues, leur enjeu a un an d'échéance électorale très important et très risqué pour la majorité actuelle, les municipales et les européennes. Leur ordre du jour n'est pas à sauver la politique malgré elle, c'est comment on se réapproprie la démocratie. Je dis souvent que notre démocratie est une démocratie de basse intensité, particulièrement en France. Je pense que c'est profondément lié à la façon dont nos institutions ont diffusé depuis un demi-siècle, mais sur une longue durée de bonapartisme et de césarisme français, une forme de verticalité de la politique, qui a produit aujourd'hui un État faible, une politique faible, soumise à des intérêts extérieurs, malgré les airs qu'elle se donne. Une politique professionnelle, regardez les réticences, Jean-Claude Renaud faisait allusion. Il était depuis le temps qu'on en parle, mais bien sûr qu'il faut passer au mandat unique. Non seulement au mandat unique en tant que mandat, mais au mandat limité dans la durée de mandat. Bien sûr qu'il faut rénover notre monde politique. Bien sûr qu'on se trouve face à des gens qui sont certes des gens respectables, mais qui ne font que ça depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont même pas eu une activité professionnelle réelle. Ils ont commencé comme conseillers d'un élu, puis après dans le cabinet d'un élu, puis après une responsabilité dans le parti, entre-temps une boîte de communication, puis après un mandat, puis après un poste dans un cabinet ministériel, puis après, et ainsi de suite. Et cela ne donne pas une classe politique vivante, une classe politique qui affronte la difficulté de nos problèmes. Deuxième exemple, la faiblesse de nos contre-pouvoirs. Regardez les commissions d'enquête. Nous avons été auditionnés par la commission d'enquête de l'affaire Cahuzac. Suivez-la. Et amusez-vous, parce que tout ça est disponible sur Internet, à aller regarder les commissions d'enquête britanniques ou les commissions d'enquête des hearings au Congrès américain. Mais cela n'a rien à voir. Nous passons devant des assemblées où les 2/3 des membres de la commission d'enquête sont absents. Ils viennent en tourisme, ils ne posent pas le sujet, ils n'ont pas travaillé les questions. Ceux qui sont de la majorité du moment n'interviennent que dans l'esprit de défendre leur majorité et l'opposition qui du coup nous agonisait il y a 2 ans, maintenant nous sommes des héros. Mais tout cela est réversible. Si je dis s'il y a une commission d'enquête, c'est pour qu'elle trouve la vérité, c'est pas pour simplement un affrontement partisan. Et nous voyons que ces commissions d'enquête ne sont pas dans cette culture d'interpellation, de curiosité. Et quand je dis les contre-pouvoirs, nous sommes une grande démocratie qui ne se rend même pas compte qu'à l'ère du numérique, elle n'a pas de loi fondamentale sur l'accès à l'information. Ce qu'on appelle aux États-Unis le Freedom of Information Act, qui existe depuis 1966, qui n'est pas un droit des journalistes, qui est un droit d'accès des citoyens, qui fait qu'une administration est obligée de vous répondre. Et que si elle ne vous répond pas, vous pouvez saisir un tribunal sur sa non-réponse. Comme dans l'affaire Cahuzac, croyez-vous que la Direction Générale des Finances Publiques nous a répondu, dont le patron est venu devant la commission d'enquête dire tout le mal qu'il pensait de Mediapart, mais il ne nous a jamais répondu. Il n'y a pas ça en France, il y a ça en Grande-Bretagne depuis 2005, il y a ça dans d'autres grandes démocraties. L'affaire Cahuzac aurait été réglée en 3 semaines pour tout le monde, avec ce droit d'accès, ce droit fondamental à l'interpellation et à l'accès aux documents. Il y a un débat actuellement sur les comptes de campagne d'un président sortant, M. Sarkozy, l'année dernière. La commission des comptes de campagne, pour va y dire, c'est soumis au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que nous sommes journalistes, nous disons qu'il y a un débat, c'est quand même 5 ans de présidence, et nous voyons quand même qu'il y a peut-être derrière cette présidence, pour citer un chef d'examen, une bande organisée. Parce qu'au fond, à part, si vous faites le compte, à part M. Henri Guénaud, dans l'entourage proche de Nicolas Sarkozy, tous sont soit mis en examen, soit ont été perquisitionnés, soit ont été en garde à vue. Tous. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la République. Tous. Dans l'entourage, dans le noyau dur.
Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous écrivons à la commission des comptes de campagne, nous voudrions savoir où est le problème, puisque vous allez avoir ce débat. Et je rappelle la formule du premier président du tiers d'État, premier maire de Paris, Bailly: la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. Parce qu'il faut qu'il y ait sauvegarde pour savoir ce qui se passe. Par contre, l'histoire très brièvement. Nous demandons l'accès. La commission des comptes de campagne nous le refuse, sans motiver son refus. Nous saisissons la commission d'accès aux documents administratifs. Et là, on est au cœur de cet accès indirect qui existe en France. La commission d'accès aux documents administratifs nous donne raison. Mediapart a raison, c'est consultable. Elle est formidable, on a la CADA avec nous, donc on va avoir les documents. Eh bien non. La commission des comptes de campagne est souveraine. Et elle dit non. Quel est son argument? C'est intéressant. Elle dit non, on ne les donne pas parce que c'est en débat au Conseil constitutionnel et on rendra ça public après la décision du Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel en France, à la différence de haute juridiction, a des débats totalement confidentiels et il n'y a même pas le droit à la vie minoritaire. Mais mieux encore, quelle est une des révélations de l'affaire Karachi que nous avons commencé à révéler depuis 2008? C'est qu'en 1995, élection de Jacques Chirac, grande bataille à droite, Jacques Chirac, Balladur. Eh bien, les fonctionnaires, ils sont arrivés, ils ont dit: écoutez, les comptes de M. Balladur sont faux, il faut les refuter. Et qu'a fait le président du Conseil constitutionnel, nommé par la gauche, M. Roland Dumas? Il faut refaire votre décision. C'était des fonctionnaires soucieux de la République, soucieux de l'intérêt général, et on leur a fait aller contre leur mission. Et évidemment, il faut que ce soit public, il faut qu'on sache. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas les mêmes arrangements dans un Conseil constitutionnel aujourd'hui? Donc nous sommes dans cette culture-là qui n'indigne pas suffisamment les politiques, les élus, les journalistes. Et pour terminer, nous sommes dans une culture où, au fond, contrairement à l'idée que pourrait dire sauver la politique, ils font de la politique mais ils font mal. Où, au fond, ce monde-là fait de moins en moins de politique. Il est pris dans des logiques d'intérêt, dans des logiques d'adaptation aux intérêts, d'adaptation aux rapports de force, et avec, au fond, au cœur de son entourage, un monde extérieur à la politique. Des banquiers d'affaires, il y avait l'un des conseillers économiques de M. François Hollande, qui vient de la banque Rothschild. Un monde qui est extérieur aux intérêts du bien commun, et qui, du coup, va dire, on a vu les arguments de M. Mittal, qui dépouille profondément la richesse européenne, et qui, profondément, nous l'avons démontré, fonctionne à l'évasion fiscale, sont pertinents. Donc du coup, il faut renoncer à notre promesse de campagne que nous avions fait aux ouvriers d'ArcelorMittal. Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est-à-dire que pour moi, le problème n'est pas d'imposer une morale. C'est la formule de Péguy, hein. Les kantiens sont vertueux, ont la morale pour eux, mais ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. Donc moi, je suis pour être dans la réalité des choses. Mais faisons de la politique. Nous réapproprions-nous la politique. Jean Jaurès, dans un fameux discours de 1903, dans le lycée où il avait enseigné, c'est le discours à la jeunesse. Discours qui le séparait 110 ans de 96, le début de la République, l'an 1, et la même distance nous sépare de ce discours de Jaurès. Et Jaurès dit: la République, c'est la confiance et l'audace. La confiance et l'audace. C'est très important ces deux mots. Oui, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut créer de la confiance. Il faut rassembler des gens de sensibilités différentes sur un métier commun, sur un travail commun, sur des dynamiques communes. Bien sûr qu'il faut faire ça. Mais comment dit-il qu'il faut le faire? Par l'audace. Par l'audace démocratique. Par l'audace de l'exigence démocratique. Et si l'on a un reproche à faire, pour moi, à cette présidence actuelle, que j'ai appelée Bébeu, il fallait tourner la page du sarkozysme, de son hystérie, de sa brutalité, de son oligarchie, on le voit aujourd'hui. Mais si j'ai un reproche à faire, c'est que contrairement à la dynamique d'une campagne, une promesse de campagne, cette présidence ne parle plus à la société, ne s'est pas tournée vers la société pour dire j'ai besoin de vous et de dynamique, et du coup la radicalisation passe ailleurs, n'a pas créé cette audace. Pourquoi y a-t-il de la défiance aujourd'hui sur la politique? Pas à cause de nous, parce que nous serions en train de mourir le tous pourris. Il n'y a pas de fatalité, il suffit de se saisir de ces informations. S'il y a de la défiance, c'est parce qu'il y a eu trop de prudence. Et pour qu'il y ait de la confiance dans la démocratie, il faut aujourd'hui, plus que jamais, de l'audace, toujours de l'audace.